pour la prochaine séquence, nous allons accueillir Mélanie Cueff, responsable scientifique pour la Coalition mondiale des algues, ingénieure de recherche au CNRS. En quoi les algues sont bénéfiques? Merci d'applaudir Mélanie Cueff. Mélanie qui profite de passer dans le premier rang pour saluer les officiels et puis aussi les autres speakers. Mélanie, vous allez avoir, allez-y, hein, installez-vous, vous avez le micro, vous avez le Pavlov, la petite télécommande, c'est parti. Okay. Vous avez 12 minutes. 12 minutes. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien. C'est comme vous voulez, hein, c'est vous qui choisissez, hein, Mélanie. Ah, ok. Comme ça, je peux bouger. Très bien. Bon, eh bien, merci Olivier d'avoir chauffé la salle pour que je puisse parler des algues et de leurs bienfaits. Donc, je suis Mélanie Cueff, je suis ingénieure de recherche au CNRS et je suis aussi responsable scientifique de la Coalition mondiale des algues. Et donc, aujourd'hui, voilà, j'aimerais que vous sortiez de cette présentation en changeant un petit peu d'avis sur les algues, que vous imaginiez des algues qui ne soient pas mortes et échouées sur les plages, mais plutôt des algues vivantes qui vivent dans la colonne d'eau, et que vous imaginiez tous les bienfaits qu'apportent ces algues, et que ce ne soit pas quelque chose de dégoûtant quand vous alliez vous baigner sur les plages. Donc j'ai essayé de faire un overview de toutes les valorisations qui existent aujourd'hui, et qui ne sont pas simplement des projets de recherche en fait, de mes collègues au CNRS, mais bien des produits que vous avez dans vos supermarchés ou dans ce qui vous entoure. Donc, cette première image, c'est pour commencer par le commencement. Donc, vous avez sur Terre, il y a plusieurs milliers d'années, l'apparition de bactéries photosynthétiques. Et ensuite, sont arrivées, il y a plus d'1 milliard d'années, les microalgues vertes et rouges. Sont arrivées très peu de temps après la lignée des algues brunes et nous sommes arrivés après ça, il y a quelques millions d'années, en étant finalement des descendants de ces micro-organismes-là. Donc là, vous avez une représentation du livre de mon collègue, monsieur Vincent Demézel, qui a fait un livre jeunesse que je vous conseille, qui s'appelle « Comment les algues peuvent sauver le monde ». C'est un livre jeunesse, mais je vous le conseille aussi en tant qu'adulte. Donc les algues représentent plus de 50%, génèrent plus de 50% de l'oxygène que nous respirons, si on inclut là-dedans le phytoplancton. Elles ont besoin pour grandir simplement de CO2, d'eau, de sels minéraux et de lumière. Donc pour les cultiver, on n'a ni besoin d'engrais, ni besoin d'eau douce. C'est peut-être pas important en Bretagne et en Normandie, mais je vous assure qu'en Afrique et en Asie, ça a son importance. Donc voilà les représentations de microalgues et de macroalgues. Donc on différencie bien les deux groupes. Les microalgues, c'est ce qui va constituer majoritairement le phytoplancton. Vous avez aussi des diatomées qui viennent s'accrocher sur les grandes algues. Et puis, moi je vais vous parler aujourd'hui des macroalgues. Donc là, vous avez une représentation du parc marin d'Iroise avec des grandes laminaires qui évoluent, que vous pouvez voir si vous faites un petit peu de plongée. Donc je vais me focaliser là-dessus. Donc vous présenter ces 12 000 algues que l'on connaît aujourd'hui. Donc on en connaît 12 000, mais on n'en cultive que 27. Et on les différencie par leur couleur. Donc c'est assez simple, algues rouges, vertes et brunes. Donc je vous ai mis des composés chimiques qu'on valorise dans ces algues-là. Les carragénanes et l'agar pour les algues rouges, qui sont des texturants et des gélifiants. Je vais vous montrer des exemples. Dans les algues vertes, on a des fibres et des minéraux, principalement. Et dans les algues brunes, des alginates, qui vont être une source de bioplastique, des polyphénols et des fluorotanins. Ça va être des molécules bioactives aux propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, etc. Donc avant d'entamer la partie sur les bienfaits des algues, je voulais vous montrer cette image qui est parlante, qui précise que dans le monde aujourd'hui, 99% de la production des algues, elle est réalisée par culture. Donc il faut imaginer
comme un champ terrestre, un champ de chou-fleur, un champ de poireaux, mais sous-marin. En fait, on ensemence des algues à un instant T, et on peut les récolter 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, selon l'espèce en question. Et nous, en France, on fait beaucoup de collecte sauvage, ce qui est un peu moins durable, puisqu'on a des licences pour les pêcheurs qui vont ramasser des algues à la faucille, même si c'est contrôlé, et des bateaux qui vont venir arracher les algues directement dans leur milieu naturel. Donc on veut vraiment évoluer vers la culture d'algues le plus possible. Oui, là c'est en Chine, et je vous ai mis des exemples de culture d'algues dans le monde. Donc en haut à gauche, vous avez l'Australie, avec Hawaï et la culture de l'algue qu'on appelle harpon de Neptune. En bas à droite, vous avez la Tanzanie, donc vous imaginez un petit peu plus cette histoire de champ que je vous expliquais, donc en Afrique de l'Est. Et puis à gauche, ici, un bon exemple français de la plus grande ferme d'algues en Europe, qui s'appelle Algolesco et qui est en Bretagne Sud, qui cultive de la saccharina sur ligne, comme ça, donc de façon durable. Donc là, quelques chiffres pour vous montrer que l'industrie des algues, elle existe, que c'est pas minime. Alors nous, on l'imagine minime en Europe parce qu'on est vraiment les derniers des derniers de la culture d'algues. Avant nous, il y a vraiment tous les autres continents. Et la culture d'algues, aujourd'hui, ça représente plus de 35 millions de tonnes. On produit autant d'algues dans le monde que de crustacés et de poissons aujourd'hui. En Europe, il y a plus de 200 startups qui ont émergé en moins de 20 ans sur les algues. Et donc, on voit qu'il y a un intérêt de plus en plus croissant de la part des médias et des conférences politiques. Donc, cette année, on sera présent, moi et ma coalition, à la conférence sur les océans des Nations Unies. Et on espère vous présenter un village d'algues à cette occasion à Nice. Alors, ici, quelques chiffres juste pour vous présenter, que je ne vous raconte pas des bêtises. C'est le rapport de la Banque mondiale qui a été publié l'année dernière sur les projets de valorisation des algues et où on en sera d'ici 2030. Donc, il ne faut pas imaginer que ce sera simplement dans la cosmétique ou ce sera, si on multiplie notre consommation de sushis par jour. Non, c'est beaucoup plus terre à terre que ça. En fait, les algues, c'est beaucoup utilisé aujourd'hui en agriculture déjà, et je vais vous montrer des exemples. Mais voilà, les domaines porteurs, c'est vraiment plus des biostimulants, de la nutrition animale et les compléments alimentaires, puisque ça représente une importance en valeur. Donc, je vous ai mis un exemple de valorisation alimentaire. Donc, Olivier en parlait, et puis ma collègue Julie Desnoulets en parlera beaucoup mieux que moi. Je répète simplement que les algues sont très pauvres en graisse et riches en protéines et qu'elles peuvent vous apporter des minéraux et les oligo-éléments nécessaires pour l'alimentation. Moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est de vous parler des produits du quotidien dans lesquels vous avez déjà des algues. La crème glacée, des yaourts, des confitures, et aussi, donc, en dehors de l'alimentaire, les algues sont utilisées comme des gélifiants et des texturants, et leur quantité n'est pas anecdotique dans ces produits-là. Vous en avez dans vos dentifrices et dans les cosmétiques. Alors, en fait, ce sont l'agar-agar ou le carragénane des algues rouges. Et si vous regardez la liste des ingrédients, et puis je vous invite à le faire quand vous rentrez chez vous ce soir, essayez de trouver un E406 ou un E407, elles sont parfois appelées comme ça, dans ces produits-là, et je suis persuadée que vous allez en trouver. Et en plus, en Normandie, vous êtes bien placé pour le savoir, parce que vous avez la plus grande usine de transformation d'algues qui se trouve entre Cherbourg et Saint-Lô, qui s'appelle, bon, je donne le nom, Cargill, mais Cargill importe plus de 80% de la production du pays entier de Madagascar pour faire ces produits-là. Donc la Normandie est pionnière dans ce domaine. Ensuite, je vous ai mis quelques exemples d'applications et des produits déjà existants, parce que je veux vraiment vous retenir que ce n'est pas niche et que ces produits-là existent déjà. Donc en agriculture, vous savez qu'on a apporté beaucoup d'intrants dans le passé, et on continue d'en apporter pour la nutrition animale ou pour les traitements. Donc il existe déjà des solutions naturelles, des biostimulants qui vont favoriser la croissance de la plante, ou de la nutrition animale qui vont favoriser le bien-être de l'animal à base d'algues.
Un autre exemple de bioplastique, ça c'est une marque qui est présente en Angleterre, qui s'appelle Notpla pour Not Plastic. Ils ont réussi à commercialiser leurs produits dans des grands hôtels de luxe. On espère bientôt dans les compagnies aériennes et dans les trains. Donc ce sont des bioplastiques à base d'alginate qui sont présents dans les algues brunes. Donc voilà, vous avez un exemple encore très concret de produits sur le marché. Les nutraceutiques, donc ça c'est un petit peu plus classique, mais le magnésium marin aide à la reminéralisation osseuse, aide à la cicatrisation. Tous ces compléments alimentaires, je vous les recommande également, sont composés majoritairement d'algues. Et puis, je ne vais pas tous les passer en revue, mais vous avez encore des exemples ici de la pharmaceutique, une start-up allemande qui essaye de réaliser des tampons à partir de kelp, de l'encre naturelle et bien sûr les cosmétiques. Donc maintenant que je vous ai présenté les algues dans les produits du quotidien, ce qui va quand même avoir un impact sur la planète puisqu'on va réduire notre empreinte carbone en remplaçant des produits issus du pétrole par ces produits issus à base d'algues, il y a aussi d'autres bénéfices que les algues peuvent présenter. Ici, c'est l'image d'une forêt sous-marine de kelp qui existe en Namibie. C'est une algue super-héros, Macrocystis pyrifera, qui peut grandir jusqu'à 80 mètres de haut et jusqu'à 60 cm par jour. Donc vous imaginez, vous pouvez presque regarder l'algue grandir à l'œil nu. Il reste 1 minute. Oula. Quand je vous ai entendu enchaîner, je me suis dit, il faut que je lui dise quand même. J'ai plus que quelques slides. Donc voilà, tout ça, c'est un lieu de biodiversité qui abrite les poissons des prédateurs et qui leur permettent de faire des nids aussi et de la ponte dans ces forêts d'algues. Ici, pour vous parler des huîtres, parce que c'est un sujet d'actualité, la baisse de rendement des conchyliculteurs. On a observé qu'en co-cultivant des algues avec des huîtres, on avait un meilleur rendement, tout simplement parce que les algues permettent de limiter l'acidification des océans localement. Donc ça a été prouvé par plusieurs études scientifiques que vous pouvez retrouver. Simplement pour vous montrer des études de mon collègue qui présentait ce matin, Fabrice Pernet, qui mesurait l'évolution d'une huître en fonction du pH. Donc plus le pH est basique et plus on va avoir une meilleure croissance de l'huître. J'ai fini, il ne me reste que 2 slides, je vous rassure. Et donc une des dernières valorisations de l'algue bienfait de l'algue pour la planète, c'est la biorémédiation. Ça, c'est un grand mot pour dire que les algues captent la pollution et les excès de nutriments. Donc il y a déjà des cultures d'algues à la sortie des ports, à la sortie du port d'Amsterdam, par exemple, c'est le cas. Il y a de la co-culture d'algues avec de l'élevage de saumon en Norvège pour capter tous ces excès de nutriments. Donc il y a déjà des applications, il suffit simplement de les répliquer. Voilà, donc moi je fais partie de la Coalition mondiale des algues qui est hébergée par le secrétariat des Nations Unies en Norvège, et donc je suis la partie scientifique de cette coalition qui cherche à promouvoir la culture durable d'algues. Donc je vous encourage à aller sur notre site internet. On finance plusieurs projets à travers le monde et on essaye de lever les barrières en fait, pour développer la culture d'algues en Europe et puis dans le monde entier. Voilà, merci. Merci beaucoup Mélanie pour cette présentation. Merci d'avoir tenu le timing. Alors, je vais demander maintenant à Dominique de bien vouloir me rejoindre sur la scène puisqu'on va se connecter depuis l'Allemagne avec une directrice de recherche au CNRS installée à Tübingen, donc en Allemagne. Oui. Bien sûr, Mélanie, vous pouvez rester avec nous pour cette prochaine séquence. Alors, elle est installée en Allemagne depuis 2021. Elle dirige le département développement et évolution des algues à l'Institut Max Planck de biologie. Merci d'applaudir et d'accueillir Susanna Coelho. Bonjour. Bonjour vous Susanna. Bien Oui, on vous entend très très bien. Alors vous allez nous expliquer, je vais laisser après la parole à Dominique, comment se reproduisent les algues et Mélanie, restez avec nous d'ailleurs. Oui, et merci beaucoup Susanna. Je sais que comme vous êtes à Tübingen, ça faisait un peu long de venir jusqu'à Cherbourg. Bon, juste une chose, vu ce que nous a présenté auparavant Mélanie Kueff, vous allez nous parler de certaines algues particulières ou de toutes les algues, qu'on sache bien de quoi vous nous parlez.
Tout à fait. Alors, je vais vous parler surtout des algues brunes. C'est pas les vertes, pas les rouges. Je vais parler des algues brunes. D'accord. Voilà. Donc, les algues brunes, Mélanie, c'était celles, les caragénales, qu'est-ce qu'on tirait déjà? Photo, quelque chose, Les a- tanin? On tirait les alginates. Les alginates. Vous voyez, déjà, on est un peu perdu. Hein. Donc, Susanna, il faut que vous nous mettiez Voilà. les pensées au carré. Voilà. Bon. Donc, aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une partie très intrigante et souvent très négligée du monde naturel, c'est la reproduction des algues brunes. Donc, ces organismes ont des secrets, je pense, assez fascinants en ce qui concerne leur mode de reproduction. Alors, lorsque nous pensons aux algues, nous imaginons normalement ces algues visqueuses qui s'accrochent aux rochers, aux flottes dans l'océan. Des fois, nous n'avons pas une vision très, très positive des algues, mais ces organismes sont extrêmement importants. Ils jouent un rôle très important dans la vie marine et surtout, et c'est ça qui nous intéresse particulièrement, c'est leur mode de reproduction. Donc, ils ont des modes de reproduction très complexes et très intéressants. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est une algue brune? Donc, rapidement, je reparle un tout petit peu. Donc, les algues brunes, elles font partie d'un grand groupe d'organismes vivants. Elles appartiennent pas au groupe des plantes vertes. Donc, c'est un groupe vraiment à part dans l'évolution qui a évolué de façon indépendante. Donc, c'est pas les animaux. C'est pas des plantes vertes, c'est un groupe complètement à part. Donc ça, c'est quelque chose déjà à garder en tête. Notre ancêtre commun à tous les eucaryotes, donc tous les organismes, c'était unicellulaire. Donc les algues brunes, elles ont inventé la multicellularité de façon complètement indépendante des animaux et des plantes vertes. Ces algues sont très intéressantes parce qu'elles sont très diverses en termes de morphologie. Donc, il y a des algues tout petites qui poussent très lentement et sont microscopiques. Mais il y a aussi des algues brunes qui sont énormes, comme le varech géant, qui peut atteindre plus de 50 mètres, comme on a parlé juste auparavant. C'est comme des arbres, en fait, des arbres sous-marins. Donc, en gros, elles sont pas des plantes, elles sont des cousins, on va dire, très éloignés. Cependant, elles ressemblent aux plantes vertes par le fait qu'elles font la photosynthèse. Ça veut dire elles produisent de l'oxygène à partir de la lumière. Donc, elles sont essentielles, elles sont vitales pour les écosystèmes. Aussi, elles fournissent des abris aux poissons, aux animaux marins, etc. Et leur reproduction est extrêmement importante et assez fascinante. Donc, avant de passer à la partie plus excitante, que c'est comment les algues font la reproduction sexuelle, j'aimerais parler brièvement de la façon comme certaines d'entre elles peuvent se reproduire sans partenaire. Donc, toutes comme certaines plantes terrestres qui peuvent pousser à partir d'une bouture, les algues brunes ils peuvent aussi se reproduire par une reproduction appelée asexuée. Ça signifie qu'elles n'ont pas besoin d'un partenaire pour produire des nouvelles algues. Elles font ça à partir des petites cellules spéciales qui s'appellent spores, qui flottent dans l'eau et qui s'installent dans les nouveaux endroits et ensuite elles grandissent pour refaire une algue. Donc des spores minuscules, hein, des algues brunes, ils possèdent aussi des petites queues, donc des petits flagelles qui les aident à nager. Et une fois qu'elles se posent dans un endroit propice, elles commencent à se développer, elles forment une nouvelle algue. Donc, cette méthode de reproduction, elle est utile et importante parce que quand les conditions sont difficiles, où il n'y a pas beaucoup de partenaires autour, les algues peuvent quand même se reproduire. Donc, elle est rapide et efficace. Voilà. Donc, ça, c'est une première façon de se reproduire. Ce que c'est très intéressant, c'est qu'elles peuvent aussi se reproduire par parthénogenèse. Alors, parthénogenèse, ça se passe quand les gamètes femelles, donc les œufs, que les algues relâchent dans la mer, ils peuvent se développer tout seuls en absence de fusion avec un gamète mâle. Donc, en gros, les femelles relâchent leurs œufs dans l'eau. Il n'y a pas de mâle autour, pas de problème. Elles se reproduisent par eux-mêmes. Donc, l'œuf se divise et forme un individu adulte sans problème. Et nous avons d'ailleurs trouvé récemment des populations d'algues brunes comme ça au Japon, et on les appelle les Amazones, qui sont composées en fait que des individus femelles. Il n'y a plus un mâle à l'horizon. Susanna, il vous reste 3 minutes. Vous voyez que Voilà, c'est je très, vais très passer. court. Merci. Et Voilà. Et alors, j'ai une toute petite question qui est, oui. ce dont vous nous parlez, et vous nous avez dit, c'est très intéressant, c'est très intéressant, c'est très intéressant. C'est de la recherche purement fondamentale ou est-ce qu'il
il y a aussi de l'appliqué derrière. Voilà, alors évidemment, nous, dans le laboratoire, nous faisons de la recherche fondamentale, mais évidemment que tout ça, c'est très important plus tard. Enfin, on a parlé juste avant moi, excusez-moi, je ne me souviens pas du prénom de la personne, mais de l'utilisation des algues. Sans connaître les bases de la reproduction des algues, nous ne pourrons pas certainement faire tout ça qu'on a envie de faire en industrie et tout ça. Donc, je pense que c'est assez important de connaître les bases de la reproduction avant de partir sur des grandes aventures d'utilisation. Bon, après, c'est des questions de recherche fondamentale que je défends beaucoup parce que c'est évidemment important. Mais je voudrais juste passer maintenant à la reproduction sexuelle parce que les algues brunes aussi se reproduisent en faisant du sexe. Elles sont assez intéressantes dans ce cas-là parce qu'elles peuvent faire tout type de reproduction sexuelle. Ça veut dire que normalement, on a l'habitude de penser au sexe avec un œuf et un spermatozoïde. Alors, les algues brunes, en fait, elles ont toutes les tailles de gamètes possibles et imaginaires. Elles ont des cas où le mâle, la femelle ont des flagelles, des grands gamètes chez la femelle, des petits gamètes chez le mâle, la même taille des gamètes. Ils ont toutes les couleurs, si on veut, de reproduction. Et j'aimerais partir, comme j'ai peut-être 1 minute et demie ou quelque chose comme ça, Exactement. de quelque chose d'assez intéressant que nous avons trouvé récemment, que ça a été publié dans la revue Science, c'est que les algues brunes utilisent un gène très similaire pour faire le sexe mâle. En fait, le gène qui détermine le sexe chez l'homme, c'est un gène qui ressemble énormément au gène qui détermine le sexe mâle chez les algues. Donc, on partage déjà quelque chose d'assez intéressant avec les algues. Ça veut dire que le gène, il a des domaines où on va dire c'est un gène qui ressemble vraiment très, très, très proche du gène qui détermine le sexe mâle. Je voudrais juste aussi dire une autre chose par rapport aux algues. Comment est-ce que les algues dans la mer savent que c'est le moment de se reproduire? Et en fait, elles répondent à la lumière de la lune, en fait. Donc, elles synchronisent leurs gamètes. Donc, le mâle, la femelle, il faut qu'ils soient sûrs qu'ils relâchent leurs gamètes en même temps. Et comme ça, ce qui se passe, c'est qu'avec les cycles lunaires, ils relâchent tous les gamètes en même temps pour s'assurer que le mâle, la femelle se retrouvent au même moment, au même endroit. Voilà, donc je pense que j'ai pas beaucoup de temps. J'espère que je vous ai Bah, au moins ouvert un petit peu la curiosité sur ces organismes. c'était Merci beaucoup de passionnant. Merci, l'invitation. merci Susanna. Merci, Alors, j'en Susanna. profite. Alors, bien sûr, on va l'applaudir. J'en profite quand même pour rappeler que vous êtes une directrice de recherche au CNRS, donc installée effectivement à Tübingen en Allemagne, qui est primée, puisque je rappelle que vous avez reçu plusieurs prix, notamment la médaille de bronze du CNRS, le prix Trogoboff de l'Académie nationale des sciences et le prix Bettencourt Coup d'élan. Donc bravo à vous et merci pour votre intervention pour cette édition Grand Océan. Merci beaucoup. Merci. À bientôt et on va remercier aussi Mélanie qui reste avec nous sur cette séquence. Merci. Merci. Alors maintenant que nous avons vu donc les aspects bénéfiques des algues et comment elles se reproduisaient, eh bien je vous propose de les cuisiner et on va vous expliquer en quoi c'est tellement bon gustativement parlant. Pour cela, nous allons recevoir Julie Desnoulets, fondatrice de Epken, s'il vous plaît. On va l'applaudir et on va l'accueillir. Allez-y, installez-vous Julie. Alors, on a le livre, je vous laisse, on en parlera dans un instant. Alors, Julie, alors vous êtes fondatrice de Epken, c'est une boutique en ligne qui propose aux particuliers et aux professionnels des algues bretonnes. Et ça fait plaisir, 100% bio. Vous êtes la cofondatrice du concept store aux algues Epken Store, Decathlon Campus, donc c'est à Villeneuve d'Ascq, dans les Hauts-de-France. Et vous êtes aussi auteur du livre Algues, voilà, aux éditions Marabout, un livre sur lequel eh bien, vous pourrez échanger, vous pourrez même l'acheter juste après notre interview pendant la pause déjeuner. On va se donner une dizaine de minutes parce que moi j'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de questions. On en a parlé quand même en préparant donc, cette séquence. Beaucoup de questions pour vous. Tout d'abord, d'où vous vient cette passion pour les algues ? Bonjour à tous déjà, merci beaucoup de m'avoir invité ici. Ma passion des algues, elle est venue grâce à mon ami Timothée qui est devenu algoculteur il y a 6 ans et il m'a dit viens voir, je suis sûre que tu vas adorer. Et effectivement, je suis allée dans le Finistère Sud, je suis partie en mer, il m'a fait goûter les algues et en fait, voilà, j'ai chaviré pour les algues, je suis rentrée, j'ai adoré, j'ai cherché, cuisiné, découvert.
Et depuis, je me dédie exclusivement Ouais. à la démocratisation de la consommation des algues. Alors pourquoi Epken d'ailleurs? Epken, ça veut dire seulement, uniquement, et c'est pour montrer l'engagement aussi de cette marque qui ne proposera que des algues bretonnes, locales, et quand on va aller sur Epken chercher ces algues ou manger au restaurant voilà, des algues, on peut être sûr de l'origine et de la qualité des algues. Et je trouvais que c'était important par rapport aussi à ce que j'ai sondé avec les producteurs et ce que j'ai écouté autour de moi et l'exigence qu'il fallait par rapport à ça. Alors Mélanie en a parlé il y a quelques instants. Quelles sont les vertus? On peut les rappeler rapidement? On peut les rappeler rapidement. Moi, je vais en parler dans la cuisine, mais c'est vrai qu'elles ont 1000... Il y avait un petit slide normalement, mais... Qui était formidable hein, de Mélanie, c'est ça? Non. Non. bien. Ah, du bien. Je peux vous reprendre. Parce Oui, il était super aussi, c'est une Mélanie. Désolé. Mélanie, je voulais vous faire un peu de pub, c'est raté. Parce qu'elle a eu un slide justement où on parlait des vertus. Est-ce qu'on voilà? Ah, voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà, super, merci. En fait, les algues, elles vont avoir beaucoup de vertus. Dans la cuisine, elles peuvent être exhausteurs de goût, accélérateurs de cuisson. Ouais. Elles vont rendre les aliments plus digestes. Elles vont aussi apporter beaucoup de choses dans... En plus d'être pauvre en graisse, comme l'a dit Mélanie tout à oui, c'est l'heure, des riche en sources- protéines. C'est des sources de Donc ça protéines. complète ce que disait C'est le Mélanie. seul aliment Ouais. terrestre avec autant de protéines, oligo-éléments, vitamines. En fait, il y a tellement d'avantages qu'il ne faut plus hésiter à mettre des algues dans sa cuisine. Alors, je disais, donc, ce sont des algues bretonnes 100% bio. Donc, ce sont des algues que vous utilisez, qui évoluent donc, dans un environnement Natura 2000, c'est ça? Oui. C'est un environnement protégé. Voilà, tout à fait, c'est important. Et ça veut dire aussi que les algues qui vont être prélevées dans ces zones vont être très contrôlées. Et je pense que c'est déjà assez compliqué pour les producteurs aussi de cultiver des algues. Et donc, c'est une source, une garantie de qualité de savoir qu'elles proviennent de ces zones-là. Alors, on l'a vu aussi avec Susanna, et il existe énormément d'espèces d'algues. Quel type d'algues vous proposez? Et quelles sont vos algues préférées? Voilà, donc là, on a un petit aperçu des algues. Ce n'est pas toutes celles que je cuisine, mais on a des algues, donc, des haricots de mer, dulce, laitue de mer, wakame, kombu royal, et sous différentes formes, donc déshydratées ou frais salés. Alors, avant de nous expliquer comment vous les cuisinez et quel goût ça a, finalement, est-ce qu'elles ont toujours leur goût originel ou pas, ou est-ce que ça peut changer en fonction de la cuisine? On va rappeler quand même que les algues ont souvent été considérées comme des mal-aimées. Elles arrivent depuis quelques années donc dans les assiettes des plus grands chefs étoilés. On a parlé aussi avec Olivier Rollinger. Comment est-ce que vous arrivez, puisque votre but, c'est aussi de démocratiser, de vulgariser, de faire beaucoup de pédagogie. Comment est-ce que vous réussissez à lever les idées reçues justement sur les algues en cuisine? Comment est-ce que vous arrivez finalement, si je peux dire, à les rendre sexy? Comme ça, comme ce que vous voyez là. C'est-à-dire que moi, j'ai pas eu cette culture de chef. Moi, je suis une femme, une maman, une amie. Et donc, quand j'ai voulu découvrir les algues, je l'ai fait dans mon quotidien. Et donc, j'ai ajouté des algues à ma cuisine du quotidien. Moi, j'aime la cuisine vivante. J'aime connaître d'où viennent mes produits. Et j'aime sentir que ça me fait du bien quand je mange. Et donc, voilà, ça donne ça. Ça, voilà, c'est mon style de cuisine. C'est la cuisine du quotidien. Et c'est la cuisine qu'on pourra retrouver aussi au restaurant, pour être sûr de manger quelque chose de sain et de bon pour soi et pour la planète. Est-ce que vous avez justement des exemples d'algues qui, après avoir été cuisinées, ont un autre goût que celui initialement? Parce qu'on peut avoir aussi, on se dit, voilà, vous savez, c'est comme pour les brocolis, les choux-fleurs à faire manger aux enfants. C'est la même chose aussi pour tout le monde quand on voit les algues. Est-ce que parfois ça change de goût? Oui, complètement. Alors, il y a un exemple typique, c'est celui de la dulce. La dulce, donc elle a un goût de noisette quand elle est fraîche salée, par exemple. Et quand on la fait frire, on peut aller rechercher le goût du bacon. Ah, c'est dingue ça. Oui. La dulce, c'est la rouge. C'est celle qu'on voit là sur la slide d'avant. Allez-y, vous avez le Pavlov. Là. Donc d'accord. Ok. Super. Et ça, on peut la cuisiner facilement On peut toutes les cuisiner facilement. C'est vraiment une idée reçue, il va falloir goûter. J'ai ramené du chocolat aux algues d'ailleurs. Sérieux? Oui. Ça existe? Bien sûr que ça existe. Vous l'avez ramené, très bien. On pourra le goûter juste après? Alors, il n'est pas là cet après-midi. D'accord, ok, super. Non, c'est intéressant, du chocolat. Avec de la noisette, justement pour retrouver le goût de noisette de la dulce. Et donc, oui, elles sont toutes faciles. Il faut juste s'enlever les freins qu'on a.
par rapport aux algues. Cuisiner normalement et ajouter des algues parce que vraiment elles s'adaptent. Déjà vous allez goûter, tester, trouver l'algue qui vous plaît, trouver Génial. la manière de le faire. Et après ça va devenir des automatismes. Il faut que ça devienne comme une carotte râpée, quoi. Mais C'est simple. Non mais c'est. bah, dit comme ça, vous avez vu comme elle est passionnée? Non, mais- Faut que ça vienne comme une carotte râpée. On, Ouais, on ce que y je veux est dire, là, c'est que on est dans la cuisine. La carotte râpée, c'est même plus simple parce que la carotte, faut la râper. Là, il y a juste à la. Elle est juste à la cuire. Bah tu oui, prends non, l'algue, mais- tu la fais non, cuire. pas à la la cueillir, mais à la dessaler ou Ouais, alors c'est ça. quand c'est déshydraté, juste à la mettre dans son plat. J'aimerais la C'est très slide simple. d'après, l'image d'après, elle est intéressante parce que Ah voilà, on peut la mettre dans les donc sucré-salé. sucré-salé, complètement. Ouais, Donc là, c'est un atelier que j'ai fait avec Eric Prowalski, qui est chef des 13 hommes, et avec qui je travaille depuis longtemps. Et donc, on a travaillé sur des recettes sucrées. Donc, vous avez la soupe de fraises. Et en fait, en dessous, on a rajouté des algues dans un petit crumble, mais en dessous. Et là, au milieu, c'est des haricots de mer avec une tombée de tomates. Ça donne faim à cette heure-là. Et hein. voilà, et vous voyez, en fait, on sent que c'est vivant, il y a Ouais. plein de couleurs, c'est Génial. joli, on n'a qu'une envie, c'est d'aller manger et essayer de reproduire ça chez vous. En fait, c'est pas compliqué du tout. Alors justement, parce que vous dites que c'est pas compliqué du tout, alors vous avez votre livre, hein, on le rappelle, Ouais. donc voilà, si on peut faire un gros plan, donc aux éditions Marabout, Algues, qu'est-ce que vous proposez dans ce livre-là? Eh ben, je vous propose ma cuisine du quotidien. On a des entrées au dessert, donc ça peut être des houmous juste pour l'apéro, ou alors des plats, des croque-monsieur, des salades et des desserts aussi. Donc il y a vraiment pour tous les goûts Et tous les niveaux? et bien sûr. Moi, tous les goûts. j'ai Alors- niveau intermédiaire en cuisine. Moi, j'ai pas de Voilà, formation. mais, voilà. Je suis complètement autodidacte, même si j'ai eu un petit bout de restaurant pendant un moment. Mais Alors on va en profiter parce que c'est vrai qu'il nous reste 2 minutes, Ah ouais. et puis si vous avez des questions dans la salle, c'est avec grand plaisir. On a une question juste là, au premier rang, voilà. Où est-ce qu'on achète les algues? C'est la question. alors, ça se démocratise aussi et ça, c'est chouette. On achète les algues en général dans les magasins bio ou alors chez son producteur, souvent en ligne. Nous, on est en train de refaire notre boutique en ligne pour avoir des bonnes algues et on peut les commander. Il faut savoir que ça se conserve très longtemps. Donc, on peut en acheter beaucoup d'un coup, c'est pas un problème. Ça se conserve longtemps, 6, 9, 1 an, 2 ans. 6, 9 mois, 1 an, 2 ans. En fait, il y a des procédés de conservation qui font qu'elles ne bougent pas. Il faut savoir que les Vikings, ils partaient avec leurs algues et ça les tenait pendant tout leur voyage. Donc voilà, c'est C'est formidable. formidable. Quel conseil vous aimeriez donner à celles et ceux qui veulent se lancer dans la cuisine des algues? Alors vous avez votre livre de recettes, Oui. mais s'il y a un conseil, par exemple, avec quel type d'algues on pourrait commencer? Alors vraiment, le plus simple du simple, c'est les algues déshydratées, qu'on va trouver aussi plus facilement et de meilleur goût, parce que les algues fraîches, ça dépend du procédé aussi de traitement post-récolte qui peut être particulier à chacun. Donc en fait, le plus important, c'est de trouver l'algue qu'on aime. Donc acheter, tester et voir celle qui nous plaît, celle avec laquelle on a le plus de simplicité et de facilité à cuisiner. Et puis après, explorer petit à petit. Moi, en fait, je suis le dernier maillon de la chaîne des algues, c'est-à-dire qu'on a des gens incroyables tout en amont, des scientifiques jusqu'au... C'est merveilleux. Ouais, bravo à Xavier Gors. Ce sera son dernier dessin de la matinée. Et celui-là, il est pas mal. Ouais, il est pas Oui, mal. parce qu'on rappelle quand même, hein, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi juste avant, Mélanie Keff nous a expliqué qu'on retrouvait effectivement les algues dans du dentifrice, dans la lessive. Et puis, on peut mettre une petite pointe aussi de navet parce que ça peut aussi changer le goût. C'est ça. Exactement. Mais vraiment, je veux revenir sur ça, c'est que essayer, c'est l'adopter, mais vraiment, Si, essayer. il est bien ce slogan-là. Il est, pas- Ouais. il est connu, mais Il est ça marche connu. tout le temps. Et surtout, arrêtons de se prendre la tête avec ça. On sait que c'est bon pour tout, donc maintenant, il faut y aller. De toute façon, il y en a partout et on en aura partout. Et si c'est bien cultivé, si c'est bien développé, franchement,
mange du lion et ce sera comme les Manger carottes. et manger des algues. Voilà. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Epken, une boutique en ligne donc, qui propose aux particuliers et aux professionnels des algues bretonnes 100% bio. La cofondatrice bien, du concept store aux algues Epken Store donc, à Villeneuve-d'Ascq. Vous êtes auteur de ce livre donc, de recettes algues aux éditions Marabout, livre sur lequel bien, vous allez pouvoir échanger juste après donc, cette interview. Et je vous demanderai de faire un tonnerre d'applaudissements pour Julie. Merci beaucoup. C'était un véritable plaisir.